C'est la bourse aux idées noires. Bonjour Alain Deneau. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous êtes avec nous depuis Montréal. Vous êtes l'auteur de Noir Canada, avec comme sous-titre « Pillage, corruption et criminalité en Afrique ». C'est aux éditions Éco-Société. Vous avez cette formule, le Canada est la Suisse des industries minières. En quoi le Canada est-il un ami si particulier pour ces grands exploitants mondiaux ? En fait, contrairement à l'image qui est répandue à l'échelle internationale à l'effet que le Canada serait un pays sage, inoffensif et au fond pacifiste jusqu'à la moelle, il reste que notre État se révèle officieusement un havre réglementaire et législatif pour l'industrie extractive mondiale. On ignore souvent que 70% des sociétés minières mondiales sont canadiennes. Ça veut dire que, à peu près 3 sociétés minières sur 4 dans le monde est enregistré au Canada, le plus souvent coté en bourse à Toronto, et que cette industrie qui est pointée du doigt dans une documentation internationale pléthorique là, par rapport à des cas graves. Là, on parle de corruption, de trafic d'armes, de collusion avec des seigneurs de guerre, de pollution massive, d'évasion fiscale de grande envergure, ainsi de suite. Donc, cette filière minière qui donc se trouve pointée du doigt par cette documentation-là se trouve en quelque sorte sous la protection d'un état de complaisance par rapport à elle, qu'est le Canada. Et donc, dans notre travail, nous, l'équipe avec laquelle je travaille et moi-même, nous essayons de comprendre ce qu'il en est de ce système canadien réglementaire là, quant à l'industrie minière mondiale. Alors justement, donnez-nous s'il vous plaît quelques exemples de pays qui subissent cette industrie minière canadienne. Malheureusement, il y en a énormément. Je veux dire, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est, plusieurs pays, effectivement, voient apparaître des sociétés minières qui obtiennent des concessions, souvent dans des conditions assez troubles, là, surtout quand il y a des conflits armés, et peuvent provoquer le pire, souvent, trop souvent, en matière environnementale, sociale, sécuritaire, fiscale, politique, ainsi de suite. Et ce qui fait la spécificité du Canada, c'est qu'au Canada, on s'est engagé dans les années 1990 à attirer les sociétés minières mondiales dans la législation. Et comme on sait aujourd'hui avec la mondialisation économique, les chefs d'État sont souvent des courtiers qui vendent des avantages juridictionnels aux investisseurs internationaux. Alors on a des sociétés qui viennent d'Australie, des États-Unis, d'Israël, de Suède, de Belgique pour s'enregistrer au Canada et profiter d'un cadre législatif et juridictionnel avantageux pour elles. Ici, par exemple, au Canada, du fait qu'on soit une ancienne colonie, il y a un système boursier qui favorise la spéculation. On a des incitatifs fiscaux pour amener les investisseurs institutionnels, comme les banques, les fonds de retraite, les compagnies d'assurance, à placer leurs actifs spécifiquement dans le domaine minier. Donc, on a une sorte de pipeline d'argent qui part de Toronto là, et qui alimente les projets miniers, même les plus controversés, dans le monde. On a aussi une diplomatie de complaisance là, qui constitue une sorte de lobby minier informel dans les pays du Sud où se trouvent présentes les sociétés canadiennes en grand nombre et qui va mettre sous pression les États pour qu'ils adoptent des codes miniers outrancièrement avantageux pour l'industrie extractive, ainsi que tout un plan de développement en ce qui concerne les infrastructures routières et autres, de façon à favoriser l'exploitation des minerais, bien que cela se fasse parfois, souvent et trop souvent, au détriment des populations. Sans parler d'un cadre légal qui fait qu'il est très, très, très difficile ici de poursuivre aux civils, aux criminels, les sociétés pour ce qu'elles auraient commis à l'extérieur de nos frontières. Donc, on a cette espèce de paradis réglementaire, cette espèce de paradis judiciaire qu'est le Canada et qui offre en quelque sorte des avantages réglementaires, législatifs, financiers et autres, fiscaux, à une industrie qui se trouve ici, donc, aux anges. Vous parliez de la bourse de Toronto. Elle récupère en fait beaucoup d'argent, c'est notamment via les fonds de placement. C'est en fait les Canadiens qui placent leur argent pour ensuite être redistribués pour qu'ils puissent toucher une retraite. Est-ce qu'ils sont d'abord au courant de ce système-là et comment le vivent-ils tout simplement ? Oui, la question est tout à fait éminente. Là, quand on dit effectivement que les investisseurs institutionnels sont amenés à placer leurs actifs spécifiquement dans le domaine minier au Canada, il faut voir qu'ils ont entre les mains l'épargne que les Canadiens leur confient. Donc, les citoyens canadiens se trouvent en quelque sorte régulièrement à cotiser dans des fonds de tout genre et trouvent en quelque sorte des avantages à ce que l'industrie canadienne se comporte comme elle le fait à l'étranger, puisque leur propre épargne est étalonnée
sur les résultats de cette industrie. Cela dit, tout se fait dans une relative ignorance. On sait qu'il est au Canada assez difficile, étant donné notre droit, le common law, de citer les compagnies minières pour ce qu'elles font à l'étranger, étant donné que ici, si on se fie à ce qu'en dit le professeur de droit Pierre Trudel de l'Université de Montréal, la question de la réputation des personnes morales que sont les sociétés privées a préséance sur la question de l'expression. Et donc, la liberté d'expression ici se trouve entamée. Donc, il est plus difficile de critiquer les sociétés pour ce que l'on dit d'elles dans une documentation internationale pléthorique qu'on pourrait le faire aux États-Unis, par exemple. Donc, on se retrouve dans un système qui est avantageux pour les sociétés. Il y a un élément dont vous avez parlé, c'est la diplomatie canadienne. Comment se positionnent justement les dirigeants canadiens, ceux qui ont les plus hautes fonctions par rapport à cette industrie minière? Il est intéressant de voir qu'un grand nombre de premiers ministres canadiens, une fois à la retraite, travaillent pour ou dans une société minière. Je pense à Joe Clark, à Jean Chrétien, à Brian Mulroney, qui sont des acteurs importants du secteur minier, notamment en Afrique ou ailleurs. Il y a le fait aussi que la diplomatie canadienne comme telle travaille à la Banque mondiale pour que dans les pays du Sud, on développe des codes miniers qui ressemblent drôlement à ceux du Canada, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, un legs de notre époque coloniale et qui sont tout à fait avantageux pour l'industrie extractive, notamment en ce qui concerne les redevances, la fiscalité, les droits à polluer, et ainsi de suite, quoi. Donc, on se retrouve à mettre sous pression les pays du Sud pour qu'ils adoptent un code d'investissement et un code minier qui profite à l'industrie. Et le Canada est actif en cela, sans parler de la présence de diplomates canadiens pour mettre sous pression les États quand les sociétés minières ont besoin qu'on exproprie des populations civiles ou qu'on développe le territoire de façon à faciliter son travail. Et vous savez, il y a des citations qui sont pas piquées des verres. Il y a une diplomate canadienne qu'on cite dans notre livre, Le Noir Canada, qui dit « Si la diplomatie canadienne soutient coûte que coûte l'industrie minière dans le monde, c'est pas qu'elle est de mèche avec elle, mais c'est que les Canadiens se sont trouvés à placer tellement d'actifs à titre individuel dans cette industrie, selon le système que j'expliquais tout à l'heure, qu'il faut défendre le bien public canadien en soutenant cette industrie coûte que coûte à l'étranger. Tout ça, c'est un peu emberlificoté, mais tout ça pour dire que la diplomatie canadienne fait passer son soutien à des projets industriels souvent très controversés sur la base d'une sorte de cupidité du peuple canadien quant au sort de cette industrie, du fait qu'il la finance par son épargne, mais en même temps, on constate que ce public canadien n'est pas tellement bien informé des affres de cette industrie. Alain Deneau, Noir Canada, nous aussi nous allons nous quitter avec cette citation. Pour les intérêts de notre pays, il ne faut pas avoir peur de mettre la main dans celle du diable. C'est signé de Jacques Foccart, le monsieur France-Afrique. Merci beaucoup Alain Deneau. Je vous remercie.